Comment vous pensez que le monde rural va pouvoir absorber, comment va-t-il pouvoir gérer, qu'est-ce qui peut se passer à votre avis et comment l'informel peut éventuellement répondre à cette problématique? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier effectivement d'être les hôtes du mouvement populaire et effectivement vous représentez effectivement une corporation très importante de gens qui comptent. Les anciens de Sciences Po existent un peu partout au Maroc et en des postes de responsabilité. Et effectivement, je pense que vous avez posé la très bonne question, pour deux raisons. Mais si vous le permettez, je referai quand même un petit retour sur les origines du mouvement populaire, qui, il est vrai, à sa naissance dans les années 57-58, s'est appuyé d'abord sur les gens de l'armée de libération. C'était tout à fait naturel. Et l'armée de libération à l'époque, eh bien oui, elle était essentiellement rurale et, disons-le, berbérophone. Ça avait d'ailleurs créé pas mal de problèmes au mouvement populaire à l'époque parce que il y avait des gens qui étaient emprisonnés et on a encore quelques documents. Le motif était très simple, appartenance au mouvement berbère. Bon, c'était pas un choix en lui-même, c'était la nature des choses. Mais en même temps, c'était quand même voulu. Parfois, c'était imposé par la sociologie de l'époque. On le sait très bien, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement national, en fait, qui était le parti de l'Istiqlal, le PDI et le PPS, qui étaient implantés dans les villes, mais surtout l'Istiqlal, qui était donc implanté dans les villes, à tel point qu'on le nommait le parti Fassi, plus qu'autre chose. Et par conséquent, il y avait le mouvement populaire en face, qu'on appelait parti berbère. Il y a eu des évolutions. D'abord parce que le monde rural a évolué lui-même, a changé. Aujourd'hui, il s'est peuplé, il s'est urbanisé, et il y a eu ce changement. Deuxièmement, le mouvement populaire a acquis ses lettres de noblesse aussi par la pratique, par l'âge, et aujourd'hui est un parti national au même titre que d'autres partis, sans renier ce qui a été son essence, parce que c'est là qu'il y a cette confusion. On dit parti berbère alors qu'en fait c'est un parti qui défend la mazirité comme étant une composante de l'identité nationale. Et c'est là qu'il y a cette petite confusion. D'ailleurs, le Maroc, on le sait très bien, et je m'amusais dans les années 80-90 à dire à mes collègues politiciens ou au gouvernement qui me sortaient l'argument que, ouais, mais vous savez, reconnaître la mazirité, ce serait diviser le Maroc. Je leur disais, oui, c'est ce que nous voulons, alors montrez-moi où c'est que vous allez faire passer la frontière sur la carte du Maroc. Montrez-moi le Maroc berbère et le Maroc arabe. Bon, ça c'est l'histoire, c'est l'évolution. Aujourd'hui, quand vous regardez d'ailleurs la composition de nos militants, la composition de notre groupe parlementaire, de nos équipes ministérielles, bon, nous n'avons absolument pas ce problème. Et je voulais quand même le signaler parce qu'il y a des gens qui continuent un peu à entretenir l'amalgame. Alors maintenant, pour revenir au monde rural, qui était avec la défense de la mazirité, qui était également l'un disons, des axes qu'a toujours défendu le mouvement populaire, et on le retrouve également dans les statuts de 1958. C'était effectivement le développement du monde rural, donner aux citoyens l'accès à la décision, etc. Alors, nous considérons que il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le monde rural, mais en fait, le monde rural ne s'est pas développé. Vous avez raison de parler d'ailleurs de 13 à 15 millions d'habitants, parce que ça bat en brèche
les pourcentages. Évidemment, aujourd'hui, les gens vous diront, oui, mais on était 70% rural et nous ne sommes plus que 40 ou 36%. Mais ils oublient que la population a cru pendant tout ce temps-là. Et que finalement, en valeur absolue, aujourd'hui, il y a 14 millions de personnes qui ne peuvent même pas quitter l'agriculture et descendre en ville parce que nous ne sommes plus dans la révolution industrielle. Il y a plus moyen d'utiliser les bras du rural qui se désengage de l'agriculture. Alors, il y a une espèce de paradoxe. On est en train de moderniser l'agriculture, ce qui est une bonne chose, mais moderniser l'agriculture, c'est utiliser moins de bras, mais les bras dégagés, on ne sait plus quoi en faire. Et c'est là qu'on retrouve effectivement les 350 000 jeunes et moins jeunes qui descendent en ville, pas forcément pour travailler, parce qu'en réalité, en ville également, les ceintures autour des villes sont des ceintures un peu de chômage. Alors, nous partons du principe que le monde rural a été utilisé depuis l'indépendance, je le dirais, un peu comme un alibi des politiques. Parce qu'en fait, les premiers plans, j'ai regardé quand le Maroc planifiait encore les plans quinquennaux, les plans triennaux, il n'y a pas un plan qui ne dit pas que le développement rural est une priorité. Mais en réalité, qu'est-ce qui se fait? Pourquoi le monde rural continue toujours à être en décalage, en retrait sur le monde urbain? Même si le monde urbain, lui aussi, il ne faut pas exagérer, c'est pas le développement idéal. Mais en fait, il y a toujours ces écarts qui se creusent. Il y a effectivement les écarts de revenus. Alors, à mon sens, on s'est trompé parce que on s'est attaché essentiellement à des réalisations physiques, à des infrastructures, mettons une route, mettons l'école, mettons le dispensaire. Tout ça, c'est très bien, il faut le faire. Et ça ne fait pas manger le rural. Le revenu, l'activité qui se dégage donc avec l'agriculture qui descend, eh bien là, il me semble qu'on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose, et même pire, même les produits du monde rural sont valorisés ailleurs. On les descend, on les ramène, on les pour les valoriser ailleurs. Deuxième erreur, à mon sens, on considère que le développement rural, c'est uniquement l'agriculture. C'est faux, l'agriculture est un pilier extrêmement important pour le développement rural, mais l'agriculture ne peut pas à elle seule développer le monde rural et ne peut pas donner d'activité à tous les ruraux. Aujourd'hui, si vous quittez les grandes fermes qui sont en train de se développer, pour l'agriculture de subsistance, disons des petits agriculteurs, il a un mois de travail, disons à l'automne, à l'hiver pour aller labourer. Il a peut-être un mois ou quelques jours au printemps pour aller voir comment ça pousse. Et puis, il a les moissons, qu'il ne fait même plus à la main maintenant, parce qu'on en parlait encore tout à l'heure, parce qu'on ne trouve même plus de moissonneurs aujourd'hui. C'est les moissonneuses-batteuses qui font le travail, quand il y a quelque chose à moissonner. Alors, le reste du temps, eh bien, il faut une activité. Et c'est là que nous disons qu'il faut d'abord développer des activités autres que l'agriculture. À côté de l'agriculture qui se développe, alors évidemment, tout le monde parle un peu du tourisme rural, tout le monde parle des activités de valorisation, de la réhabilitation de l'artisanat rural, etc. Eh bien, c'est ce qui a poussé toujours le mouvement populaire à demander dans tous ses programmes, à la veille des élections, et vous le verrez, à toujours demander qu'il faut arrêter de saupoudrer le monde rural, il faut arrêter d'aller collecter dans les budgets des ministères toutes les actions qui touchent le rural pour dire voilà ce que nous faisons pour le rural. Il faut réellement un véritable plan Marshall pour le monde rural. Il faut réellement une politique bien volontariste, bien dégagée. Sa Majesté a donné d'ailleurs le signal, si on le poursuit,
avec la création de ce programme de réduction des disparités rurales de 50 milliards de dirhams sur 7 ans, qu'il faudrait poursuivre et amplifier si on veut réellement avoir du rattrapage. Parce qu'à côté des infrastructures dont j'ai parlé, il y a la qualité qui n'y est pas. Aujourd'hui, l'enseignement au monde rural n'est pas... La santé au monde rural, même s'il y a un dispensaire, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de médicaments. Donc il y a un problème de qualité, ce n'est pas seulement de quantité, qualité pour les infrastructures, mais essentiellement un problème de revenus. Et tant qu'on n'arrive pas à régler ce problème, eh bien on continuera à avoir ces 350 000 jeunes qui arrivent sur le travail dont vous parlez, qui d'ailleurs, c'est assez bizarre, ne sont pas statistiquement compris dans le monde rural. Quand vous regardez le chômage du monde rural, vous avez l'impression que c'est le plein emploi, alors qu'en réalité, c'est ces jeunes-là qui descendent en ville et qui sont compris dans les statistiques urbaines. Comment résoudre la problématique? Je n'ai pas de réponse faite, mais je dis, et je viens de le dire à la commission du nouveau modèle de développement, dans le pacte qu'on est en train de préparer, qui certainement va être signé par toutes les forces vives, j'ai dit qu'on doit faire apparaître le monde rural, la mise à niveau du monde rural, comme un paragraphe à part. Il ne s'agit pas simplement de le noyer dans la territorialisation des politiques. Il faut réellement que nous ayons le monde rural qui apparaisse, sa mise à niveau, qui doit apparaître de façon claire. Il y a des niches d'emploi. Moi, j'ai vu des jeunes, effectivement, qui se sont lancés dans l'hôtellerie, des jeunes qui se sont lancés dans la valorisation des produits, des jeunes qui se sont lancés dans les plantes aromatiques. Mais encore faudrait-il les appuyer, les encourager pour aller plus loin. Justement, est-ce que ce que vous dites est extrêmement intéressant? Est-ce que la situation actuelle n'est pas peut-être le fruit d'un déni de réalité? Comme on se refuse, ou simplement, peut-être pas un refus, mais on ne considère pas le secteur informel à sa pleine mesure, puisqu'en définitive, c'est le premier employeur du Maroc. On refuse de voir l'agriculture pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que l'agriculture au Maroc est essentiellement une agriculture familiale, sur des micro-propriétés, ce qui n'est pas du tout péjoratif, parce que ces exploitations, quand elles sont bien encadrées et qu'on leur donne les moyens, elles atteignent des niveaux de productivité qui n'ont rien à envier aux exploitations les plus modernes. Donc là aussi, c'est un constat que l'on ne fait pas. Ailleurs, pourtant, dans d'autres pays, il y a de grandes politiques de développement de l'agriculture familiale qui portent leurs fruits. Et ici, c'est une orientation qui n'a jamais été clairement prise. Si, on les aide, mais c'est pas, comme vous le dites, quelque chose de structuré avec une vraie stratégie et des objectifs. Donc voilà deux tendances importantes qui caractérisent ce monde rural et ce monde rural qui va connaître dans les années à venir, parce que tous les experts sérieux s'accordent à dire que cette région du sud de la Méditerranée et du Maghreb va être particulièrement impactée par les effets du réchauffement climatique. Donc ce monde rural qui est peuplé, fortement peuplé, constitué de petites exploitations qui n'ont pas grands moyens, va devoir subir une modification majeure de la faune, de la flore, des ressources hydriques, du littoral. Et ce sont des choses qui vont fatalement, c'est une problématique qui va se poser à ce gouvernement dans les 5 années à venir, qui va devoir préparer tous ces impacts qui vont s'échelonner dans le temps, dans les 15-20 prochaines années. Et ça aussi, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'important dont on ne parle pas. J'ai décidé de parler de choses dont on ne parle pas. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde effectivement les chiffres de l'agriculture, on en est fier.
même s'il y a sur la céréaliculture, s'il y a des hauts et des bas à cause des pluies. Mais effectivement, quand vous regardez un peu les chiffres à l'export, les productions, c'est très bon. Mais ça cache une réalité, effectivement. Ça cache une réalité parce que, disons, cette frange d'agriculture modernisée, bien entretenue, sur des terres, d'ailleurs, on en parlera après, sur des terres qui ne sont pas forcément, c'est pas le bon choix, mais en fait, c'est pas les terres, c'est les terres collectives ou bien des terres autour des villes. Bon ben oui, ça va, c'est très bon. Mais en réalité, le gros se retrouve dans cette agriculture familiale dont vous avez parlé, de subsistance. C'est le petit éleveur qui a une dizaine ou une vingtaine de chèvres et de brebis, et qui a, aujourd'hui les statistiques le montrent, 2 millions disons, d'agriculteurs qui ont moins de 5 hectares de terre, et encore 5 hectares quand c'est en pleine montagne, c'est ce que ça veut dire. Alors, je crois qu'effectivement, on n'a pas pris le problème à bras le corps. C'est vrai, et mon expérience, mon passage au ministère de l'Agriculture, comme tout simplement mon expérience en tant que rural et habitant de rural, je sais qu'on nous dit, bah ouais, vous savez, on a essayé d'aider ces gens-là, mais ils refusent d'abord le remembrement parce qu'effectivement, il faut ramasser un peu tous ces lopins de terre, ils refusent de mécaniser, etc., etc. Mais en fait, non, c'est faux, parce que pour qui connaît l'agriculteur marocain, je parle de ce petit dont vous avez parlé, il sait très bien que comme tous les paysans du monde entier, c'est des gens qui n'agissent qu'après avoir vu les résultats. Quand ils voient que le voisin réussit une spéculation, réussit quelque chose, eh bien oui, il s'y engage. Mais si vous venez lui dire tout simplement avec votre beau calepin, vos calculs, ouais, tu donnes ton terrain à l'autre, tu fais ceci et cela, et ça marchera, il ne vous suivra absolument pas. C'est pour ça que je répète toujours à satiété cette question d'une politique volontariste et effectivement réellement engagée sur le monde. Aujourd'hui, effectivement, des choses peuvent être faites. Aujourd'hui, les gens utilisent, c'est vrai, des engrais, mais l'ennui, c'est que toute cette frange de petits agriculteurs ne peuvent même pas tirer profit de ça parce qu'il faut d'abord qu'ils lisent les notices. Il faut qu'ils sachent un peu quels sont les dosages. Alors, ça nous ramène, parlons du développement, ça nous ramène à quelque chose d'autre, c'est-à-dire commencer à partir de la base. Alors, commencer à partir de la base, apprendre aux jeunes à lire et à écrire, c'est très bien beau, mais dès qu'il apprend à lire et à écrire, il voit que rien n'est fait pour l'agriculture de papa et il se dit, moi, ça ne m'intéresse absolument pas, je vais ailleurs. On est en train aujourd'hui, effectivement, de désertifier une grande partie du territoire. Alors, si on ajoute à ça les usages inconsidérés de l'eau, qui est aujourd'hui une ressource limitée et une ressource finie, eh bien, tout cela, effectivement, va poser un problème et un problème sérieux. Aujourd'hui, les taux de pauvreté, on le sait très bien, c'est dans le monde rural qu'ils sont les plus forts. L'analphabétisme, c'est dans le monde rural qu'il est le plus fort. Et à partir de là, et c'est pour ça que je donne toujours l'exemple de ce programme de Sa Majesté de réduction des disparités, qu'il faudra amplifier pour d'abord les mises à niveau territoriales, mais où on doit ajouter une partie sur l'activité à revenus, sur les salaires, les salaires, disons, les revenus des gens. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait stabiliser un peu ces gens-là, sinon demain il faudra les payer pour aller garder les friches et surveiller les forêts. Bon, alors, il est vrai que quand on est un pays au niveau du développement du Maroc où on a encore besoin effectivement de développer le pays en entier, il y a des priorités, on cherche à... Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper sur les priorités. Le monde rural aujourd'hui est une priorité et une des grandes priorités pour à la fois assurer la souveraineté
alimentaire, pour à la fois assurer la sécurité des villes, parce que tous ces gens-là qui perdent leur lopin de terre et qui descendent en ville, eh bien, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se mettent dans les lieux, on les trouve voleurs à la tire, etc. C'est très dangereux. Comment faire? Moi, je n'ai pas de solution miracle. La seule chose que je dis, la seule chose sur laquelle je suis d'accord, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit convaincu que c'est une priorité, une vraie, et non pas seulement une priorité sur papier. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quel département, il vous dira, oui, mais moi je travaille dans le rural. Oui, mais enfin, je travaille dans le rural. Où est la convergence des politiques? Où est la définition de la cible, de ce qu'on veut faire? Et ça, il faut qu'on y aille. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais, comme je le disais au départ, vous êtes le doyen des dirigeants de partis politiques du Royaume, et donc vous avez été le témoin de la vie politique du Royaume de ces 40 dernières années. J'aimerais aborder avec vous un petit peu des questions politiques, mais qui relèvent du temps long. Parce qu'il y a eu des évolutions profondes qui ont eu lieu, où les politiques n'ont peut-être pas été forcément au rendez-vous, et aujourd'hui, on le retrouve. Alors, la première des choses, j'aimerais essayer de comprendre pourquoi on parle si peu de l'Europe. Je m'explique. L'Europe, aujourd'hui, 70% de ce que nous le faisons avec l'Union européenne. Pourtant, l'Europe est totalement absente du débat. On n'en parle pas. Si je me réfère aux 5 dernières déclarations de politique générale des nouveaux gouvernements quand ils votent la confiance, ils demandent aux chambres de voter la confiance, on va trouver peut-être 3 paragraphes sur le Moyen-Orient, ce qui est une excellente chose, hein, c'est pas la question. Et on va avoir 3 lignes sur l'Europe. Il y a un décalage qui est surprenant, surtout que d'un point de vue économique, comme tout à l'heure je disais, le secteur informel c'est le premier employeur de l'économie marocaine. D'un point de vue économique, le Maroc est un pays clairement européen. Bon. Mais quand on se réfère au discours politique, au débat politique, c'est une question qui est occultée. Pourquoi? Comment peut-on expliquer ça? Parce que moi, à mon avis, on ne s'est pas encore dégagé d'un dilemme entre ce lien phare avec l'Europe, qui est un lien économique, qui est un lien de proximité, qui est un lien d'échange, et cette appréhension d'être taxé de néocolonialiste si on met trop l'Europe en avant, l'Europe, à la fois par le passé effectivement de certains pays coloniaux, par ce problème aussi d'adversaires religieux, disons-le clairement. Alors le Marocain, à mon sens, et politicien, est un peu tiré entre ces deux orientations, et il finit par se dire, bon, le travail on le fait en douce, mais pour parler publiquement, bon, on dit quelques mots et ça s'arrête là. Parce qu'effectivement, y compris ceux, pas seulement ceux qui n'écrivent pas et qui ne font pas de déclaration, tous ceux qui rejettent publiquement l'Europe, ont leurs enfants en Europe, ont leurs enfants qui font des études en Europe, ont leurs affaires en Europe, traitent des affaires. Et c'est vrai. Aujourd'hui, moi, à un moment donné, quand il y avait ce problème du panarabisme, je disais, écoutez, oui, le Maroc a plusieurs appartenances, africaines, islamiques, arabes. On ne viendra jamais me dire que le Marocain est plus proche du Syrien que de l'Espagnol. Arrêtons. Il y a la géographie, il y a l'histoire, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui nous sont imposées. Alors, effectivement, je crois, et vous avez parfaitement raison, je crois qu'il faudrait en parler de manière objective, ni de façon, disons, d'accusation, de contestation, ni de façon de paternalisme mauvais,
parce que l'Europe aujourd'hui, on en a besoin. Et c'est peut-être cette façon, ce problème de ne pas bien clarifier notre discours. Bon, les positions, elles sont plus ou moins claires. Mais de ne pas clarifier le discours qui nous amène à des problèmes et à des crises comme celles que nous vivons actuellement. Alors, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Les discours sont écrits en arabe, il est plus facile de parler du monde arabe que de parler du monde occidental. Mais enfin, la réalité est bien celle-là. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Je suis entièrement d'accord, même dans les meetings, l'Europe, quand on en parle, on la présente beaucoup plus sous l'angle négatif d'un ensemble qui essaie d'avoir sa main mise sur nos richesses, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Nous traitons d'égal à égal et nous défendons nos intérêts, et c'est tout à fait légitime. Oui, tout à fait, parce que en fait, à se comporter de cette façon-là, on est en train de rater certains rendez-vous qui sont, à mon sens, importants. J'en veux pour preuve, on nous annonce que les écologistes vont vraisemblablement remporter les élections en Allemagne, première puissance économique en Europe, qui est notre principal partenaire économique. À force de ne pas parler d'Europe, à force de promouvoir des codes qui sont différents de ceux des Européens, les sociétés ont évolué sur des tracés divergents. Aujourd'hui, au Maroc, je ne vois pas, peut-être que vous pourrez me contredire, je ne vois pas qui est au fait, qui est capable de parler aux écologistes allemands. Est-ce que nous avons une famille idéologique, une formation politique qui soit suffisamment importante pour parler, travailler avec cette mouvance qui, au niveau européen, représente une sensibilité de 30% de l'électorat. Hein. C'est un peu... Non, moi je pense effectivement que aujourd'hui cette fibre écologiste et environnementale, on commence à la retrouver au sein de l'ensemble des partis. Je répète, fibre. Oui, fibre, oui. Parce qu'elle est imposée finalement par les gens se rendent compte, il faut avouer que la prise de conscience de la durabilité, du développement durable, de la sauvegarde des ressources naturelles, etc., c'est quelque chose d'assez récent pour le Maroc. Bon, je ne remonterai pas à l'époque où on disait que meuble Shrab comme ça, où on considérait que tout était donné. Mais même il n'y a pas longtemps, les gens, l'environnement, c'est une affaire de chemin. D'ailleurs, en Occident aussi, vous savez oui, que les sceptiques du climat sont très forts. Alors c'est peut-être ça qui a fait que, au sein des partis, si vous voulez, même si aujourd'hui cette fibre s'installe, il n'y a pas réellement une prise en compte. Maintenant, je pense qu'elle va s'imposer. Que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas parler aux Européens, que ce soit les Allemands où effectivement les Verts vont s'implanter, ou à d'autres pays où la composante écologique, même si elle n'est pas majoritaire, est là, est présente. Aujourd'hui, ça se fait. C'est dommage au Maroc, effectivement, on a eu quelques tentatives, mais je dirais que c'était beaucoup plus au niveau associatif, même si on appelait ça des partis, mais c'était beaucoup plus, disons, petites associations. Aujourd'hui, le parti qui n'intègre pas effectivement le volet écologique, à la fois dans les politiques nationales, mais en même temps dans ses rapports avec le reste du monde, ferait fausse route. Aujourd'hui, on est obligé d'en tenir compte, ne serait-ce que dans notre propre intérêt, indépendamment, disons, des aspects politiques qui sont extrêmement importants et des relations. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'eau, quand on parle des forêts, quand on parle d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, en le voyant tous les jours, des catastrophes. Je disais tout à l'heure à mes collègues que prenez une ville comme Fès, qui était entourée par les meilleurs oliveraies du Maroc. Aujourd'hui, ces oliveraies, qu'est-ce qu'on y trouve entre Fès et Mouzel du Bandar?
Parfait, je vais peut-être passer le témoin à Mustafa pour la suite du débat. Merci. Merci, mon cher collègue. Voici une dizaine de jours, vous avez eu une rencontre avec le secrétaire général du PJD, actuel chef de gouvernement, et c'est un élément d'interrogation. Pourquoi? Parce que la majorité ne se réunit plus. On peut compter depuis février de 2018, date de la signature du pacte, le nombre de fois où la majorité s'est réunie, elle n'arrive pas à se réunir, donc ça c'est intéressant. Et il se trouve que vous êtes le seul à avoir cette opportunité-là, alors que le chef du gouvernement ne reçoit pas ses autres alliés de la majorité, ni l'USFP, ni le RNI, ni l'UC. Alors voilà ma question, pourquoi? Bon, ben je suis heureux que vous ayez posé cette question, parce qu'effectivement, beaucoup de gens se demandaient ce qu'étaient ces réunions, et je suis heureux de pouvoir expliquer un peu l'objectif de cette réunion. Alors d'abord, on n'est pas allé voir le PJD en tant que majorité. Allez le voir en tant que parti. Parce que la première raison, c'était une rencontre qui était prévue de longue date après la mort de M. Djibril Hamdan. Et vous savez très bien les relations entre Djibril Hamdan et la communauté. À l'époque, on avait dit sur l'occasion, pourquoi pas, on faire un geste envers ces deux hommes. D'autant plus que ça correspondait avec disons, une sollicitude royale de accepter de donner le nom de ces deux personnages à des libérales. Donc ça c'était le premier point, on n'avait pas pu le faire, c'est non seulement à cause du Covid, mais aussi des lois électorales, parce qu'effectivement il y a beaucoup de grosses divergences à l'époque sur les notions. Deuxième raison qui nous a poussé, le PJD aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est un parti constitutionnel, est un parti qui est encadré théoriquement par la Constitution. Et il n'y a aucune raison, effectivement, de l'isoler, de mettre à l'écart. C'est pas ça ma question, si vous permettez. Bien. Non, je dis les raisons qui Oui, oui, voilà. La première des raisons, c'était essentiellement, je vous assure, cette affaire des fins à Hamdan. La deuxième, effectivement, nous voulions donner le signal que tout le champ politique, effectivement, ne est pas à l'écart le PJD. Et la troisième, nous n'avons absolument pas abordé ni élection, ni alliance. On ne peut pas le faire, puisque tout le monde sait très bien que les alliances au Maroc, c'est après l'élection. Reste le moment, c'est une conjoncture préélectorale, ça manque pas de signification. Effectivement, les gens pouvaient interpréter cela, mais moi je rappelle effectivement, et c'est bien d'ailleurs qu'ils interprètent ça comme ça, mais la réalité est tout autre. Il n'a jamais été question de cela, et vous le savez très bien, nous militons pour des alliances préélectorales.
Sur le mode de scrutin précisément, vous me donnez l'occasion de rebondir sur ça. J'ai vos déclarations extrêmement critiques à l'endroit du quotient électoral. Vous avez dit il n'a pas de base légale ni de base scientifique. Bien, il se trouve que vos parlementaires ont voté ensuite au Parlement la loi modifiant le quotient électoral. Comment vous expliquez ça? Non, attention, si vous avez des déclarations, quand je dis que le quotient et le mode de scrutin ne sont pas des règles scientifiques des lois, je parle de tous les modes de scrutin, pas seulement de scrutin. C'était le quotient électoral qui n'a pas de base légale. Oui, mais bien sûr, le quotient électoral aujourd'hui, si vous reprenez les quotients électoraux, comment ils ont été calculés, même aujourd'hui ceux qui sont en usage, il n'y a pas un quotient électoral qui ressemble à l'autre. Il y a énormément. Et c'est là que je disais, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le PJD, qui défendait effectivement l'interdiction du quotient annuel, disait que le quotient calculé sur les inscrits est une aberration, etc. Je dis oui, c'est une aberration à la limite, parce qu'en fait, il n'y a pas de règles précises pour les quotients. Et il suffit de regarder un peu tous les modes qui sont utilisés ou ont été utilisés en Europe pour voir qu'il y a des changements. Et on donne toujours l'exemple également quand il a changé carrément le mode de scrutin à la veille d'une élection uniquement pour aujourd'hui même les découpages et des circonscriptions, vous savez très bien qu'elles sont faites en fonction des gouvernements en place. Sur ce point, si vous permettez, précisément ce quotient électoral, vous avez ajouté c'est une affaire politique. Alors j'aimerais que vous expliquiez ça. Oui, c'est une affaire politique dans le sens où c'est les majorités qui sont en place, ou ceux qui considèrent qu'ils ont une majorité, qui peuvent effectivement amener ce que je viens de dire, des changements de découpage de circonscription, des choix de mode de scrutin, la liste, la moyenne, il y a même des noms assez, disons, de mathématiciens tellement. C'est en ce sens que je disais que c'est pas une loi, c'est pas un principe fixe, c'est effectivement quelque chose qui change au gré un peu des forces politiques, c'est-à-dire en fait c'est celui qui est en place qui change ça. Et la preuve, nous la donnons aussi souvent, la preuve c'est que quand il a fallu changer le mode de scrutin et passer donc du mode uninominal à la liste, nous étions les seuls mouvements populaires à dire non. Et on l'a dit à plusieurs reprises. On a dit nous préférons, et nous avons des raisons même objectives, je dirais, parce que d'abord l'uninominal permet à l'électeur d'être plus proche et d'identifier son représentant, il permet une participation plus grande. La majorité à l'époque des partis qui étaient avec nous au gouvernement et même à l'extérieur disaient niet, nous voulons le scrutin de liste. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la cohérence sur ce plan-là entre la position du chef du gouvernement, secrétaire général du PJD, d'un côté, et qui a présenté un texte au niveau du Parlement, lequel texte a été voté contre par les députés de son parti? Alors là, c'est... Ça vous interpelle? Oui, non, ça m'interpelle effectivement. C'est vrai que... Alors, je vais vous donner mon point de vue tout à fait personnel. Il n'y a pas de point de vue personnel, il y a le point de vue secrétaire général du MP. Oui, non, mais bien sûr, MP. Si cette position avait été prise 2 ans avant les élections, notre comportement n'aurait pas été le même. On aurait effectivement peut-être glissé du côté de ceux qui demandent une démission du gouvernement. À 3 mois des élections, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas mettre le pays dans une instabilité trop forte. Mais effectivement, c'est incohérent, il faut le dire. Alors, vous êtes dans ce gouvernement, vous êtes d'ailleurs dans les gouvernements depuis 1995, si j'ai bonne mémoire, vocation gouvernementale constante, cabinet d'alternance, cabinet
Abdelrahim Yousfi, Juto, Abbas Tassib, Guiran, Atman. Pour cette législature-là, quel est le bilan dont vous estimez que vous êtes comptable et qui serait positif à vos yeux? Alors, vous parlez du mouvement populaire oui. Qui serait comptable? Je ne parle que du mouvement Alors populaire. d'abord, il n'a pas participé au gouvernement d'alternance, je vous signale. À l'époque, c'était le MNP qui participait. Oui, mais c'est la même famille. Non, je sais bien, mais c'était la même famille. Oui, c'était la même famille. Oui, la preuve, il y a la photo d'Ahaldan encore ici, vous voyez. Bien sûr. Alors, écoutez, je vous dirais honnêtement que vous vous posez une question très intéressante en fait sur les bilans et qui rejoint d'ailleurs la première question sur le monde rural. Parce qu'on nous pose toujours la question, oui, mais enfin, vous défendez le monde rural et vous en même temps vous dites rien ne s'est fait de concret, de solide pour le monde rural. Et je vous assure qu'à chaque constitution du gouvernement, nous nous posons la question. Faut-il rentrer sur un programme qui n'est pas totalement celui que nous souhaitons, surtout pour cette partie, pour le monde rural, ou ne pas y aller? Et on finit par nous convaincre qu'il faut y aller parce qu'il vaut mieux participer à faire peu que laisser les autres ne rien faire du tout. Alors, de quel bilan on peut citer beaucoup de choses. Vous êtes parti de très loin, vous êtes parti de 85, donc je dirais qu'on peut même partir de 84. On va prendre la législature, sortant si vous permettez. Oui, les législatures, effectivement. La législature de 84 est extrêmement importante. On nous dit que la transformation disons, du champ des télécommunications aujourd'hui est quelque chose qui doit être inscrit à l'actif du mouvement populaire. Nous avons eu également, je ne voudrais pas parler de moi-même, mais la petite période, 1 an, 10 mois que j'ai passé au ministère de l'Intérieur était un mauvais moment où il n'était pas évident qu'il pouvait se passer de cette manière. Et je pense que nous pouvons en être fiers parce que nous avons quand même nous n'avons pas eu de quoi, alors que la rue bouillait encore plus ou moins. Nous pouvons également aujourd'hui parler de l'éducation nationale et même de l'urbanisme. L'éducation nationale parce qu'elle est plus en avant, mais l'urbanisme aussi. Vous savez, on ne peut pas rattacher ça à une législature parce que sur une période comme ça, effectivement, il y a eu des hauts et des bas. Je vous dirais même mieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous attaquent sur la jeunesse et l'espoir, sur le fameux incident qui était complètement mis à tort sur le dos du ministre de l'époque et du parti. Mais je vous assure qu'au sein de la jeunesse et l'espoir, M. Ouzil, M. Skouli ont fait un travail, M. Ravras qui était comment, ont fait un travail extraordinaire. M. Ouhili aurait pu faire un travail merveilleux dans le domaine du développement rural si le gouvernement avait décidé de prendre à bras-le-corps le mouvement rural. Malheureusement, vous connaissez ce qui s'est passé. On a nommé des secrétaires d'État et on leur dit non, les ministres s'accaparent. Nous avons beaucoup de potentialités, de choses à donner. On en a donné dans certaines périodes. On attend d'autres qui vont arriver pour que le mouvement populaire également puisse donner ses... Alors, je vais enchaîner sur une question posée d'ailleurs par Gami tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui peut donner identité, visibilité et lisibilité au mouvement populaire dans les prochaines élections? Je m'explique rapidement. Le référentiel du mouvement populaire, c'était essentiellement deux credos. Le premier, c'était l'approche culturelle, linguistique, la maturité, et le deuxième, c'est le monde rural. Ces deux aspects me paraissent avoir été aspirés depuis, avec les 2 dernières décennies, discours Sa Majesté, vous le savez, de 2001, puis la consécration constitutionnelle de la langue amazigh comme langue officielle à côté de la langue arabe. Donc, si vous voulez, vous n'avez plus de grain à moudre sur ce plan-là, plan culturel.
Ce plan rural aussi, on peut considérer que de grands efforts ont été faits avec le plan Maroc vert, tout ça, etc. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous reste finalement pour vous distinguer alors qu'il y a un consensus de tous les autres partis sur ces questions-là? Et vous avez posé tout à l'heure la question du monde rural et aussi par mon collègue des petits agriculteurs. Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas un lobby pour les petits agriculteurs alors qu'il y a un lobby pour les grands propriétaires fonciers et aussi pour l'agro-industrie? Alors d'abord, je vais vous rassurer, les deux grandes questions qui ont toujours préoccupé le mouvement populaire, vous considérez avoir été plus ou moins inspirés, ces fois, ils continueront à être nos chevaux de bataille. Pour la simple raison. La culture amazigh et la langue amazigh, effectivement, beaucoup de choses ont été faites, mais en fait, à l'application, on est loin. Et le combat doit continuer si on veut réellement que cette langue. Et à la limite, ce n'est même pas une question de langue, c'est une question d'identité du pays. Si on veut réellement que le Marocain, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est ni l'Irakien ni le Syrien, puisse rester Marocain, cette composante doit rester. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des gens qui sont contre un peu cette apparition de la majorité. Bien sûr, le combat est différent. À l'époque des années 60-70, on était carrément contre en disant non, c'est unité par l'arabe, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on y revient. Vous savez qu'il y a des gens qui refusent l'alphabet tifina. Alors, donc ce combat demeure. Ça ne veut pas dire que ça sera notre carte essentielle, mais on ne le lâchera pas parce que tant que l'application de la Constitution et de l'orientation royale ne sera pas complète, on continuera. Le monde rural, je l'ai dit, le monde rural aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses. Je ne peux pas le nier. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a des pistes là où il n'y en avait pas, qu'il y a de l'électricité là où il n'y en avait pas, etc. Mais pour nous, le développement en tant que développement n'est pas encore là, parce que le développement, c'est l'humain. Et justement, le nouveau modèle économique de développement parle de la centralité de l'humain. Or, l'humain, ce n'est pas seulement des mètres de goudron ou une ampoule qui s'allume, c'est aussi de permettre aux gens de travailler, de gagner de l'argent, d'avoir une dignité. Et ça, nous continuerons parce que nous estimons que cet aspect n'est pas encore suffisamment pris en considération. D'ailleurs, en regardant un peu l'effet Covid, effectivement, quand on parlait de ça, du développement, d'un développement réel et intégré du monde rural, la réponse qu'on nous donnait, c'est que vous rêvez, il faut beaucoup d'argent. Quand on a commencé, quand il y a eu la question du Covid, très facilement, on a pu mobiliser des sommes extrêmement importantes. Qu'est-ce qui empêcherait effectivement de mobiliser aussi dans le cadre d'une politique réelle de mise à niveau de ce monde rural pour dégager à la fois les villes et le monde rural? Alors l'agriculture familiale, effectivement, il n'y a pas de vrai lobbying des agriculteurs familiaux. Et je dirais même plus, c'est qu'on est en train de déshériter un peu cette agriculture familiale en essayant de composer de grands ensembles. Ce qui est très bien, mais il faut que les retombées soient chez ces gens. Je donnerai l'exemple, je n'ai pas encore affiné si vous voulez, le travail, mais aujourd'hui, la mise en valeur des terres collectives, c'est excellent. C'est une très bonne chose de pouvoir effectivement donner ces terres à l'investissement et à l'investissement agricole essentiellement. Il y a de très grandes fêtes qui se font là-dessus. L'État met de l'argent pour aider ces grands agriculteurs à planter, à irriguer, etc. Mais il faudrait-il que le retour, que les retombées soient sur les ayants droit. Ce n'est pas parce que l'ayant droit n'exploite pas cette terre qu'on va lui dire bien rien. C'est un capital. Je disais à quelques-uns qui m'ont posé la question il y a une semaine, dans un coin que tu connais bien, à Skoura, je leur disais, écoutez, à la limite,
les terres collectives, c'est un peu l'apport en capital dans une société où il y a quelqu'un qui met de l'argent pour exploiter, quelqu'un qui apporte son. C'est bizarre. Donc il faut bien qu'ils puissent retirer aussi les bénéfices de cette opération. Pour l'agenda électoral, vous avez fait deux déclarations différentes. Vous voyez, je suis attentif à ce que vous dites. Vous avez déclaré d'une part que votre souci était de revenir au score de 2007, et par ailleurs, vous avez dit que vous comptiez que sur le fait que le MP devait être dans le trio de tête. Alors, j'aimerais une clarification. Ah bah c'est très simple, en 2007 on était troisième. Non, en fait, pourquoi pour nous le 2007 est une référence? 2007 est une référence parce que c'est en 2007 que le mouvement populaire a commencé à recevoir des coups, à être visé. Ce n'est plus un secret, le PAM s'est constitué sur une grande partie des... Ils vous ont débauché une vingtaine de députés suivant mes calculs. Un peu plus. Ah, vous voyez, ouais. Donc, effectivement, pour nous, cette année est une année. Évidemment, à l'époque, on se demandait ce qu'il fallait faire. La solution la plus simple, c'était de jeter l'éponge et de sortir dans la rue en criant au scandale, voire tout ce qu'on voudra. Nous avons préféré faire ce que font tous les bureaux, c'est-à-dire faire comme le roseau, plier en attendant que la tempête passe, et les passer, et le roseau est toujours en place, et aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que je dis, 2007 pour nous, c'est une cible, c'est de revenir au moins à cette situation. Le mouvement populaire, depuis l'indépendance, a pratiquement participé à toutes les consultations électorales et a toujours été effectivement dans ce trio. Une ou deux fois il était quatrième, mais il a toujours été premier, il a été deuxième. Votre matelas électoral est dans une fourchette entre 350 000 voix et 450 000 voix, en moyenne. Pour les 15 ans écoulés. Oui, ça dépend, parce qu'on a une grande différence entre les élections communales et les élections législatives. C'est vrai que les dernières élections législatives, on était à 370 000 %, et alors qu'on était à 480 000 pour les... Mais en fait, ça tournait toujours autour de ça, c'est-à-dire, pour donner quelque chose de plus significatif, nous étions toujours aux alentours de 9%. Alors, une autre question, c'est le renouvellement des élites. Vous avez fait une déclaration sévère sur le renouvellement des élites dans un journal, en disant que les processus en place ne permettaient pas un réel renouvellement. Ce qui me permet de vous poser cette question. Comment se pose le renouvellement des élites au mouvement populaire, avec une question incidente, votre statut? Bon, écoutez, je vais juste préciser d'abord dans quel cadre j'ai fait cette déclaration. Effectivement, je disais qu'il y avait un décalage, un déphasage entre les déclarations À la Fondation il y a un déphasage entre la réalité et les déclarations, parce qu'aujourd'hui, vous posez la question à n'importe lequel des 36 partis qui existent là. Est-ce qu'il faut s'ouvrir à de nouvelles cultures, à de nouvelles élites? Tout le monde vous dira oui, c'est la priorité. Quand vous regardez ce qui se passe actuellement pour la recherche de candidats aux élections, on a l'impression que nous tournons sur le même plateau, les 300 ou 400 qui sont au Parlement, on essaie de les changer de position sur l'échiquier, ils étaient à droite, on est au centre. On appelle les chaises musicales. Ouais. Alors, c'est là que je suis déçu, que je vous dis, en fait, dans ce pays de 40 millions d'habitants, est-ce que réellement nous ne tournons que sur ce plateau de 500 ou 700 personnes? Ça, c'est pour les élections, c'est dans ce cadre que j'ai fait cette déclaration. Maintenant, sur le renouvellement des élites, on ne pense pas. Alors là aussi, je vais être un peu sévère. Parce que, en parlant du mouvement populaire et d'autres, parce que le problème qui se pose pour nous, ce n'est pas celui du manque d'ouverture à la jeunesse, à la femme, etc.
c'est souvent l'impatience, effectivement, des jeunes. Il y a une petite frange qui fait de l'opportunisme. Mais la grande partie, c'est l'impatience. On a l'impression qu'aujourd'hui, rentrer dans un parti politique, c'est rentrer tout de suite, demander à quelqu'un de commencer à la base, de faire un travail de militant. Bon, même si on n'en est plus à la banque des journaux dans la rue, mais demander tout simplement qu'on l'encadre, qu'on se presse. Ça, et surtout si le jeune est cultivé. Alors, c'est lui demander réellement. Alors, comment résoudre ce problème? Puis deuxième question, puisque vous avez fait allusion à mon cas particulier, bon, de toute façon, qui ne sera plus dans quelques temps. Mais, moi, les jeunes qui me posent la question et d'autres, je dis, est-ce que réellement le rajeunissement et le changement d'élite, c'est seulement le changement du chapeau? Est-ce que réellement c'est uniquement en changeant le président ou le secrétaire général qu'on a changé Moi je pense que c'est un mouvement qui doit irriguer l'ensemble des instances, bien sûr. Est-ce qu'il y a un ou des dauphins au secrétariat général du MP? Je vous assure que je n'ai aucune préférence ni aucun dauphin. Je ne vais pas parler de votre préférence, je vais parler d'état des lieux. Bon, ben, l'état des lieux aujourd'hui, nous avons, alhamdoulilah, un certain nombre de cadres qui tous sont valables, mais qui ne se sont pas encore exprimés. Aucun ne s'est exprimé aujourd'hui encore. Parce que c'est un peu trop tôt. On ne va pas mélanger les élections disons, générales du pays avec les élections du mouvement populaire. Peut-être qu'après le mois d'octobre, les gens se déclareront. L'avant-dernière question, qu'est-ce que vous mettez au passif de votre action? Beaucoup de choses. Vous savez, quand on a passé plus de 30 ans à la tête d'une formation, il est bien évident que tout n'est pas rose, qu'on a raté le virage, qu'on a glissé. Je vous dirais que peut-être l'un des grands reproches que je pourrais me faire, c'est de ne pas avoir su consolider les places fortes du mouvement populaire. Nous avons des places fortes. Nous avons des places fortes Des fiefs. Des fiefs bien ancrés. On n'a peut-être pas agi de manière à les consolider, à les préserver, que nous en payons le prix aujourd'hui. Bon, maintenant, le reste, je me suis trompé quelquefois sur le choix de personnes. Ça arrive à tout le monde. Bon, mais en dehors de cela, je ne peux pas dire que j'ai fait de grosses bévues, mais je n'ai pas fait non plus de grosses embellies. Donc c'est ça votre sentiment. Alors ma dernière question, c'est aujourd'hui en 2021, comment faire de la politique alors que le champ politique institutionnel avec les partis est largement concurrencé, voire marginalisé par ce qui se passe dans le bouillonnement des réseaux sociaux? Parfait. Alors effectivement, ça c'est une très bonne question. Et à mon sens, il y a deux moyens d'y arriver. D'abord, c'est de ne pas rester en marge des réseaux sociaux. Il faut absolument, et ils doivent être aujourd'hui intégrés quand le NMD parle de digitalisation de l'économie de trucs. Pour les partis politiques, c'est encore plus prioritaire, c'est la numérisation, c'est d'être dans le vent, et surtout que les jeunesses dans les partis sont les mieux préparées à cela. Alors le deuxième point, ce n'est pas suffisant à mon avis, ce que je viens de dire, il faut une deuxième chose. Et ça, j'aurais toujours milité pour ça, même avant cette ouverture digitale. C'est qu'on a besoin de se mettre autour d'une table, pas à la veille des élections, au lendemain des élections, et de regarder effectivement un peu notre système en entier. Il y a beaucoup de choses à changer. Il est anormal que 60 ans après l'indépendance, on soit encore en train de nous battre contre l'achat des voix, contre les déplacements de trucs.
il doit y avoir des solutions. Il faut qu'on se mette autour d'une table avant la pression des élections et pas nécessaire. Merci. Bien, avant de finir, j'aimerais juste aborder quelque chose, une question justement sur le temps long. Parce que votre formation, certes, identité, arrimage au monde rural, mais la troisième dimension, on n'en a pas vraiment parlé, c'est le caractère libéral du parti, qui est important, qui me semble important, d'autant plus important aujourd'hui que nous vivons un repli de ce conservatisme, de cette vague conservatrice qui a tout emporté pendant une trentaine d'années. Or, votre parti présente l'intérêt de ne pas être prisonnier par un héritage, je dirais, linguistique, culturel, religieux. Vous êtes beaucoup plus libre, vous avez des idées beaucoup plus franches par rapport à d'autres formations. Et justement, en cette période c'est une nouvelle ère, en définitive, est-ce que vous ne pensez pas que votre caractère libéral ne pourrait pas permettre justement à cette société de moins se reposer sur des valeurs clivantes qui ont été les siennes ces dernières décennies, pour aller plutôt vers des valeurs d'ouverture aux autres, plus en phase avec l'époque, plus en phase avec son environnement économique, qui reste encore majoritairement hispanophone, francophone, voire anglophone. Est-ce que justement, est-ce que ce n'est pas une perspective, un chantier qui s'ouvre et qui s'offre à votre formation? C'est vraiment j'aimerais bien conclure là-dessus. Voilà. Je vous remercie, effectivement, on a un peu occulté ce volet. Mais en fait, je vais être très franc avec vous. Oui. Nous sommes un parti libéral, mais en fait, nous n'avons pas de mérite. Parce que quand le parti s'est créé, il a décidé de puiser ses valeurs dans le socle marocain. Il n'a cherché ni à importer le socialisme, ni le capitalisme. Et à partir de là, on s'est rendu compte que le Marocain est libéral par essence. Et pluraliste. Et pluraliste. Le Marocain, on parlait des paysans tout à l'heure, allez toucher à la propriété d'un agriculteur, allez lui dire qu'on va collectiviser. C'est un peu ces raisons qui nous ont poussés à aller effectivement dans ce sens du libéralisme. Bien sûr, en tenant compte, et nos amis dans les instances auxquelles nous appartenons, l'international libéral, les réseaux libéraux africains, arabes, nous leur expliquons que le libéralisme aussi a besoin effectivement de s'adapter à certaines contraintes. Il ne s'agit pas non plus de casser complètement Et Dieu merci, nous n'avons jamais eu de problème. Il y a eu par exemple des questions sur la liberté sexuelle, sur les trucs. On a expliqué que tout ça demande un peu de temps pour mûrir. Et ça a été compris. Mais l'essentiel, nous le répétons, effectivement, c'est une société aujourd'hui, si elle veut continuer à se développer, ne peut pas se couper de la nature. La nature du Maroc, du Marocain, c'est d'être libéral. Je vous donnerai un exemple bête et idiot, qui a changé d'ailleurs actuellement. Pendant longtemps, les années que j'ai passées au gouvernement, nous n'avions jamais eu de problème d'utiliser n'importe quelle langue, le français, l'arabe, y compris devant Sa Majesté le Roi, dans les conseils de ministres avec Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des ministres qui quittent la salle du gouvernement quand quelqu'un s'avise à parler en français. Et c'est dangereux, parce que c'est comme ça que ça commence. Comme disait la Hazan, ça commence comme ça, on finit par fumer le samedi. Alors il faut faire attention à ça. Donc nous continuerons à nous battre sur ces libertés individuelles, collectives du Maroc, parce que nous estimons que c'est ce climat qui peut permettre effectivement au Maroc de dépasser toutes les contradictions. Je vous remercie vraiment chaleureusement de ce moment passé ensemble. Et tous nos voeux vous accompagnent, vous et votre formation, pour ces prochaines élections. Voilà.
Eh bien, je vous remercie infiniment. Je remercie mon ami, pas toujours facile d'ailleurs. C'est ça l'amitié. Et en tout cas, je peux vous assurer également que j'ai passé un moment très agréable au cours duquel nous avons fait un peu. Merci beaucoup. Merci.